Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler rugby, quatrième plutôt journée du tournoi à destination. On n'est pas encore la dernière journée. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, enfin dans ces deux journées de compétition. On va revenir bien entendu sur le match de l'Irlande face à la France. Et puis on parlera également d'Écosse, Pays de Galles, Angleterre, Italie, les joueurs du match, le débrief de ces rencontres un petit peu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme en ce moment par Anis Tirreno Adriatico, le biathlon aussi qui va arriver avec un petit peu de retard. Enfin voilà, vous avez un beau programme sur la chaîne. Et puis, donc, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Je remercie les gens qui font ces efforts. Eh bien, on commence tout de suite avec cette journée du tournoi à destination. Toujours une journée un petit peu compliquée du côté du tournoi à destination. Déjà parce que physiquement, on commence à être un petit peu fatigué. Même si on a eu 15 jours de pause, c'est vrai qu'on a déjà enchaîné 3 matchs à haute intensité. Donc le quatrième peut être un peu plus compliqué du côté des organismes. Qu'on est au mois de mars, la saison est longue du côté du rugby. Ça fait déjà depuis quasiment fin août qu'on est sur le pont. Donc c'est vrai que là aussi on commence à avoir un petit peu de fatigue avec l'enchaînement des matchs, un peu de lassitude. C'est parfois une journée un petit peu compliquée, notamment pour les grosses équipes. Et là, on commençait par un gros choc entre l'Irlande et la France. Un match qui a été costaud au niveau des contacts. On en reparlera. Donc victoire de la France malgré la blessure d'Antoine Dupont face à une équipe d'Irlande qui a joué à l'irlandaise. Il n'y a pas eu vraiment de surprise dans la manière de jouer du côté de l'Irlande. Bon, on va revenir déjà sur la blessure de Dupont. Oui, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de sanction. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de sanction parce que normalement l'arbitrage, à quoi ça sert l'arbitrage? En fait, il faut revenir sur la base. L'arbitrage, ça sert à garantir que le jeu soit intéressant, ça c'est clair et net, mais ça sert aussi à sécuriser les joueurs, à sécuriser l'intégrité physique des joueurs. Là, on s'aperçoit que sur l'action de Dupont, le joueur a été mis en danger par l'action du joueur adverse. Donc si l'arbitre, ou si l'arbitrage, ou si les règles ne sanctionnent pas ce type d'action, à partir de ce moment-là, les arbitres ne servent pas à grand-chose. Et les règles non plus. C'est-à-dire qu'on peut partir sur un pugilat. À partir du moment où on met un arbitre, ou on met de l'arbitrage, c'est dans un premier temps garantir le spectacle, pour éviter qu'on ait du jeu un peu trop chiant. Dans un deuxième temps aussi, la protection de l'intégrité physique des joueurs. Là, on voit que ça n'a pas été le cas. Pour moi, normalement, il doit y avoir sanction. Minimum carton jaune sur une action comme ça. Minimum carton jaune. Là, c'est incroyable. On revoit à peine les images. On considère que c'est un fait de jeu. C'est loin d'être un fait de jeu. Enfin, on voit bien le joueur irlandais complètement s'écrouler sur le genou du joueur français. Alors oui, est-ce que ça manquait un peu de protection devant Antoine Dupont? Peut-être, mais bon, il y a quand même une faute assez importante de la part du joueur irlandais. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on ne sanctionne pas cette action-là sur ce match-là, ça risque de créer un précédent. Ça risque de créer un précédent. Et là, on peut avoir peur pour la sécurité des joueurs. Sur ce genre de situation, sur ce genre de regroupement, on peut avoir très peur dans le futur d'avoir des joueurs qui se blessent. Moi, je trouve qu'en plus, le fait de ne pas... nous, on a décidé de citer des joueurs, et en fait, ils ne seront pas cités en commission. Bon, on voit bien qu'il y a un problème au niveau de l'arbitrage de l'arbitrage sur tournoi destination. C'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est 4 et 2 de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a 4 nations d'un côté et puis 2 de l'autre. Il y a la France et l'Italie qui essayent de faire le maximum avec ce qu'elles ont dans les mains, mais
la commission de discipline est pour les nations anglo-saxonnes, ça c'est pas de la conspiration, quoi, hein, c'est pas une théorie conspirationniste, ça a toujours été le cas. C'est un tournoi où, pendant très longtemps, on n'a pas été accepté. Faut le savoir aussi. Hein. La France, on ne voulait pas que la France joue dans ce tournoi. Pendant très longtemps, les Anglais, les anglophones voulaient rester entre eux. Là, on voit très bien sur les dernières années que la commission de discipline, c'est un peu une blague. En gros, hein, on l'a revu avec Ntamak, mais là on revoit là, c'est une blague. Ça fait quand même depuis 2 semaines qu'on gueule sur l'arbitrage. Moi j'ai un peu peur pour le match face à l'Écosse, qu'on nous sursanctionne. Vraiment, parce qu'en rugby on n'aime pas trop quand on tape sur l'arbitre, donc j'ai peur qu'il y ait des sanctions à la con qui tombent sur ce match-là, et que ça joue également sur le général de ce tournoi Destination. La grande interrogation maintenant, c'est que ça nuit au rugby. Ça nuit au rugby, la blessure d'Antoine Dupont. Quand un sport perd l'un de ses meilleurs joueurs du monde, parce qu'Antoine Dupont aujourd'hui c'est son statut, c'est l'un de ses meilleurs joueurs du monde, c'est l'un de ses porte-étendards, ça nuit forcément à ce sport. Quand on va le perdre 8 mois, parce que c'est à peu près la durée, hein, c'est au moins 8 mois, quitte à ce qu'on peut se poser des questions quand même sur sa capacité à revenir, parce que c'est pas la première fois qu'il se blesse au genou avec les ligaments, donc est-ce qu'il va réussir à revenir correctement? Ça c'est une question qu'on peut se poser, parce que c'est pas une blessure anodine du tout. C'est forcément pas bon pour le sport, c'est pas bon pour le rugby, c'est pas bon pour la notoriété du rugby, c'est pas bon également pour le rugby en France, parce que l'intérêt du tournoi Destination, si on considère au bout d'un moment que les règles ne sont pas respectées, bah, c'est pas bon pour les droits télé. Or, les droits télé sont en renégociation, on sait que TF1 est sur le coup, par exemple, avec France Télévisions. Ça ferait du bien d'avoir de l'argent en plus du côté du tournoi Destination. Mais on sait que ça peut être mauvais également pour l'intérêt du sport en France, l'intérêt de ce tournoi en France. Parce qu'on va se dire à un moment, bah, on va les laisser entre eux, les Anglais. On va les laisser faire leur match entre eux, et puis nous on va se casser, on va créer un autre tournoi avec l'Italie, avec la Géorgie, la Roumanie, et puis on fera un autre tournoi. Parce que là, ça fait depuis plusieurs années que la commission des sanctions, c'est ridicule. Enfin, juste 5 minutes. Et c'est quand même terrible que la France soit obligée de mettre des gens dans les instances pour qu'on respecte qu'on respecte un petit peu notre pays au niveau du rugby. C'est quand même terrible d'être obligé d'en arriver là. C'est quand même le seul sport au rugby où si tu n'as personne dans les instances, tu n'es pas respecté. Ça n'existe dans quasiment aucun autre sport, ça. C'est quand même extraordinaire. Là aussi, il faudra un moment que le rugby balaye devant sa porte, parce que le rugby aime bien faire la morale envers les autres sports, c'est quand même un peu la passion du rugby, sauf qu'au niveau du dopage, ça serait bien de balayer devant sa porte. Au niveau des règles, ça serait bien de balayer devant sa porte. Au niveau des troisièmes mi-temps, ça serait bien de balayer devant sa porte. Ça serait bien aussi qu'on commence à régler les problèmes du côté du rugby. Et du côté de l'arbitrage, on a eu une bonne Coupe du Monde 2020-2021. La Coupe du Monde en France était bien plus mauvaise. C'était la Coupe du Monde 2019, oui. J'étais pas dans les bonnes dates, mais la Coupe du Monde 2019, ça allait en termes d'arbitrage. Très clairement, il n'y avait pas eu de grosses fautes d'arbitrage. Il y avait un peu des temps morts avec la vidéo, mais il n'y a pas de grosses fautes d'arbitrage. 2023, on a eu des grosses erreurs d'arbitrage sur cette Coupe du Monde. Notamment vers les petites nations, mais pas seulement. Je pense le match de l'Irlande, le quart de finale de l'Irlande, il y a des erreurs d'arbitrage. Le quart de finale de la France, il y a aussi des erreurs d'arbitrage. Bon, il y a un moment, il va falloir aussi que le rugby commence à réfléchir à ce genre de choses, puisque l'arbitrage s'est dégradé au fur et à mesure du temps, et que ça commence à devenir vraiment pas terrible. Bon, Irlande-France, ce qui a bien fonctionné du côté de l'Irlande, bah, tout ce qui est jeu au sol, parce qu'ils sont toujours à la limite. Alors c'est vrai que j'en avais pas parlé sur les autres marches, j'en parlais beaucoup plus il y a 1 an ou il y a 2 ans, de ça, où je disais toujours l'Irlande c'est chiant, parce qu'ils sont toujours à la limite avec les règles. Mais en gros, l'Irlande, c'est leur fond de jeu depuis 15 ans. Hein. Ça serait bien aussi que du côté au niveau international, on commence à y réfléchir. Ça fait depuis 15 ans qu'ils font ça. Moi, je pense que ça a dû se dérouler après la Coupe du Monde 2007, qui n'avait pas été très réussie par les Irlandais. Le jeu qu'ils pratiquent, ils n'ont pas changé sur les 15 dernières années. Et à chaque fois, avec ce truc d'être
notamment avec Sexton, mais même un petit peu avec Aubrisco avant, d'être toujours à la limite des règles. Ils sont toujours à la limite. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils testent un peu l'arbitre. C'est un peu ça. Alors, ils voient sur les premières actions, l'arbitre sanctionne pas, allez, on continue, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Ce qui est même assez intéressant de voir, sur tous les matchs. Ils jaugent un peu avec l'arbitrage, donc ils s'adaptent, on va dire. Mais oui, ça, en fait, ils sont au-dessus au niveau du jeu au sol, mais pas forcément parce qu'ils sont meilleurs en termes de qualité, c'est parce qu'ils jouent avec les règles. Et qu'ils jouent surtout avec les arbitres. Plus qu'avec les règles même, encore. Ça, c'est toujours un petit peu dommageable. Encore une fois, du côté de l'Irlande, comme sur les matchs précédents, des imperfections qui sont pas habituelles du côté de l'Irlande, mais qu'on retrouve depuis un peu plus d'un an. C'était déjà le cas sur certains matchs du tournoi l'an dernier, pas sur tous. Là, c'est vrai que cette année, à chaque fois, on a eu des imperfections. Et là, on peut même dire, c'était normalement le grand choc de ce tournoi Destination. C'est quand même inquiétant sur le niveau du rugby européen, parce que j'ai pas trouvé que ce gros choc soit d'un niveau énorme en termes de qualité de rugby. On a vu mieux comme meilleur match du tournoi Destination. C'est pas très rassurant avant la Coupe du Monde de rugby, quoi. La prochaine arrive vite. Donc là, on voit que l'Irlande, c'est peut-être plus si incroyable que ça. Donc pas mal d'imperfections du côté de cette formation. Alors, les enchaînements dans l'axe ont été vraiment hyper efficaces face à l'équipe de France. Alors, on sait que c'est un peu notre point faible dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à nous transpercer dans l'axe. Quand ils enchaînaient des pick and go dans l'axe, on n'arrivait pas à s'en sortir dans ce genre de situation. Donc ça, c'était très compliqué. Bien entendu, bon, ils ont gratté beaucoup de ballons, bah, encore une fois, parce qu'ils sont toujours à la limite des règles. Hein. Ça, c'est comme ça qu'ils arrivent à gratter des ballons. Et puis, oui, problème de lucidité offensive. Bah, là encore, qu'on a vu sur quelques autres matchs, hein, alors souvent en première mi-temps, sur les 20-30 premières minutes, où il y a des mauvais choix. Il y a des mauvais choix sur les passes, il y a des mauvais choix sur les actions, et ça, c'est pas habituel. Vraiment, sur ce tournoi, je dirais que ces erreurs offensives-là, ces erreurs de passe aussi, c'est pas habituel du côté de cette équipe d'Irlande. C'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus récurrent dans cette équipe irlandaise. On n'avait pas l'habitude de ça auparavant du côté de cette formation. L'Irlande, actuellement, c'est plus le jeu parfait, léché, où il n'y a quasiment pas d'erreur, où pour les prendre, il faut vraiment faire son meilleur rugby. Non, c'est plus du tout ça l'Irlande. Et c'est pour ça que je dis, je suis un petit peu inquiet pour le niveau du rugby européen, parce que on s'aperçoit que sur ce match-là, c'est normalement le choc de ce tournoi destination. Il n'est pas si exceptionnel que ça, ce choc du tournoi destination. Parce qu'une équipe sans son capitaine arrive quand même à foutre 42 points à l'équipe adverse. Parce que défensivement, il y a eu des trous. Hein. Certes, on a bien joué, mais alors, défensivement, il y a eu quand même des trous sur les extérieurs. Hein. Ça a été compliqué. Et puis, les fautes bêtes. Enfin, les deux cartons, ils sont évitables. Hein. Les deux cartons jaunes sont vraiment évitables, surtout le premier. Alors, le premier, en plus, il leur coûte très cher. Les deux cartons leur ont coûté extrêmement cher. Hein. Ils se retrouvent à 20 minutes à 14. C'est sûr que c'est pas anodin. Mais alors, c'est des fautes bêtes. Enfin, la première, elle est con comme faute. Il rattrape l'adversaire par le t-shirt là dans le dos, mais c'est une faute stupide. C'est vraiment stupide de la part des Irlandais, donc c'est pas un super match. Bien entendu, toujours fort dans la conquête, toujours fort au niveau de la puissance. Hein. C'est vrai que et pourtant l'équipe de France est pas la plus mauvaise dans le domaine. Mais alors devant, quand ça bourrine, et notamment dans l'axe, où là on a vraiment souffert, mais avec une équipe d'Irlande qui n'a pas été hyper efficace non plus dans les 22 mètres français, à cause notamment de ces imperfections qui coûtent pas mal de points à cette équipe d'Irlande. Potentiellement, ces erreurs, elles coûtent cher du côté de l'Irlande, même si la France a bien défendu. C'est clair et net que la défense de la France a plutôt été bonne. Mais l'Irlande rate des occasions, et notamment sur les 20 premières minutes, normalement ils doivent marquer un essai. C'est pas normal qu'au bout de 20 minutes, ça soit nous qui ouvrons le score. Normalement, l'Irlande doit être devant au score.
Et là, tu vois que à une époque, c'était le cas. Mais oui, il y a des joueurs qui ont souffert sur ce match. Et je trouve que la créativité offensive, la lucidité offensive n'était pas là du côté de cette équipe d'Irlande. J'ai oublié de parler d'un truc aussi du côté de l'arbitrage. Si on revient un petit peu sur le match de l'arbitre, sur cette rencontre, il y a eu deux matchs très bizarres en termes d'arbitrage, pour moi. C'est le match Écosse-Pays de Galles, où tu as l'arbitre principal qui n'écoute absolument pas le mec de l'arbitre de touche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il déjuge son arbitre de touche. Alors pendant toute la rencontre, c'est assez surprenant de la part de l'arbitre italien de ce match. Et sur Irlande-France, j'ai quand même eu l'impression, il fait 20 premières minutes bonnes. Vraiment, où il n'y a rien à dire sur ces 20 premières minutes. Ensuite, il y a l'action de Dupont. Je pense qu'il est déjà pas bien physiquement à ce moment-là. Je pense qu'il est limite physiquement, ce qui pourrait peut-être dire un manque de lucidité à ce moment-là de la part de l'arbitre, parce que ces 20 premières minutes sont plutôt bonnes, et après il y a déjà des actions avant Dupont où au niveau de l'arbitrage c'est peut-être pas fantastique. Mais surtout la deuxième mi-temps du match. C'est un truc qu'on voit jamais au rugby, normalement, et j'ai eu l'impression qu'il a compensé le fait de ne pas avoir mis faute à Antoine Dupont. Aux joueurs sur l'action d'Antoine Dupont. Parce que quand vous regardez notamment le faux plaquage de Flamand, qui n'est pas totalement un faux plaquage, mais normalement sur ce type d'action, je dirais dans plus de 80% des cas, l'essai est refusé. Parce qu'on considère que Flamand a quand même fait action de plaquage. Bon, donc même s'il y a un petit recul de la part du joueur irlandais, dans 80% des cas, l'essai il est refusé. Donc déjà il y a cet essai-là, et puis il y a 2-3 actions qui sont quand même vraiment à notre avantage, je trouve, en termes d'arbitrage en deuxième mi-temps, où il y a des actions où vraiment la France gagne le ballon, alors que de base, on n'est pas forcément dans une position super bonne. Là, je vous dirai pas précisément quelles sont ces actions-là, mais j'ai trouvé vraiment en deuxième mi-temps j'ai l'impression que l'arbitre a compensé. Alors, il faut savoir que les arbitres, à la mi-temps, ils ont les réseaux sociaux, ils sont pas coupés du monde, hein, les arbitres. Donc, je pense que si le mec il est sur les réseaux sociaux, il a dû voir qu'il s'est fait défoncer. Est-ce que du côté des superviseurs, est-ce qu'il y a des superviseurs déjà sur ces matchs-là, et est-ce que du côté des superviseurs de l'arbitrage, on lui a dit Coco, je pense que là tu t'es vraiment bien planté, et donc ensuite ça a changé sa perception du match derrière, mais j'ai vraiment trouvé en deuxième mi-temps que l'arbitrage était quand même plutôt à l'avantage de l'équipe de France que de l'équipe d'Irlande. Alors sur quelques actions, hein, c'est pas sur toute la deuxième mi-temps, hein, c'est sur quelques actions, mais j'ai trouvé qu'il y avait une compensation assez nette de la part de l'arbitrage. Ce qui, normalement, n'arrive jamais, donc ça voudrait peut-être dire que lui, il a avoué sa faute, on va dire indirectement, pendant la deuxième mi-temps. Allez, du côté de l'équipe de France, un peu trop de fautes en première mi-temps. C'est vrai que les 20 premières minutes sont vraiment pas à notre avantage. On subit sur chaque action sur les 20 premières minutes, avec une défense qui résiste, qui permet aussi de récupérer quelques ballons, mais des ballons qui sont gâchés. Donc ça veut dire que sur les 20 premières minutes, on n'a quasiment pas de ballon. Et c'est vrai qu'on marque le premier essai contre le cours du jeu. Ce premier essai est totalement marqué contre le cours du jeu, parce que sur les 20 premières minutes, on souffre. Hein. On souffre par rapport aux Irlandais, avec pas de ballon. Les quelques ballons qu'on a, en plus, on les gâche. On ne fait pas forcément les bons choix, notamment Ramos. Donc c'est vrai que normalement, au bout de 25 minutes de jeu, on doit être mené au score. Hein. C'est pas normal qu'on soit pas mené au score. Et c'est là où l'Irlande perd le match, c'est que normalement, ils doivent mener au score, ils doivent mener au moins 10-0 à la fin des 20-25 premières minutes. Le fait qu'on mène au score à ce moment-là, c'est pas normal, parce que c'est complètement contre le cours du jeu. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas été suffisamment efficaces à ce moment-là de la rencontre.
je trouve que dans cette rencontre, au niveau... Alors, il y a des choses qui sont très efficaces. La rentrée de Lucu, c'est très efficace, par exemple. Je trouve que ça a amené même de la simplicité dans le jeu, parce que je trouve que parfois, du côté de cette équipe de France, on veut faire trop compliqué. On le voit notamment sur une action avec Dupont qui fait une chistera, où on a à deux doigts de se faire contrer à ce moment-là. Des fois, on veut faire trop compliqué. Et je trouve qu'avec Lucu, on a retrouvé un peu de simplicité dans le jeu, une meilleure organisation aussi, parce qu'à des moments c'était un peu brouillon, c'était un peu folklore, quoi. C'était rugby champagne, comme on disait sur Rugby 08 dans les commentaires, mais c'était pas forcément hyper efficace. Mais ouais, des fois c'était un petit peu trop brouillon, et il aurait fallu plus de simplicité qu'on a retrouvé un petit peu avec Maxime Lucu, je trouve. On a été efficace défensivement, je trouve. Vraiment, la défense a très très bien tenu. On se met un peu à la faute en début de match, mais ensuite, c'est beaucoup moins le cas. Et puis après, oui, bah, les passages à 15 contre 14, on a réussi à les utiliser. On a été hyper efficace. Je crois qu'on rentre, à un moment, il y a une statistique, on rentre 7 fois dans les 22, on marque 6 essais. C'est contrairement à l'Angleterre, on était rentré dans les 22 et on n'avait pas réussi à marquer les essais. Là, on a été beaucoup plus efficace, beaucoup plus tueur dans l'essai. Bah, on convertit nos temps forts. Là, on a été très bon dans ces actions-là parce qu'on a converti les temps forts. Toutes les périodes où l'Irlande a été à 14, on a mis les points. C'est là où l'écart se forme. C'est dans toute cette période-là. Et c'est là où les fautes irlandaises, qui sont en plus des fautes bêtes, les 2 cartons jaunes sont des fautes bêtes, eh bien ça leur coûte très cher dans cette rencontre. Et puis les problèmes, beaucoup trop de hors-jeu. Hors-jeu de digne, il y en a eu quand même beaucoup dans le match. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur les matchs précédents. C'est un truc à régler parce que les hors-jeux à répétition, bah, ça nous a même donné un carton jaune, mais ça aurait pu être pire à certains moments. Je trouve que là aussi, on enchaîne au moins 3 ou 4 fautes avant de se prendre le carton jaune. Là aussi, je trouve que l'arbitre, en deuxième mi-temps, a été plutôt gentil avec l'équipe de France quand on regarde son match. Et puis, le jeu au pied aussi. C'est-à-dire que Ramos, des fois, il se débarrasse du jeu avec le ballon au pied. C'est bien d'utiliser le ballon au pied, mais il y a des moments, bon, quand tu vois que tu as des mecs sur les extérieurs, bon, bah, tu peux essayer de faire avancer un petit peu le ballon, faire un temps de jeu supplémentaire. Il y a des moments où on se débarrasse un peu trop du ballon. C'est dommage. Alors, même si on n'est pas la pire équipe dans ce domaine, je crois que l'Italie-Angleterre, on a vu du jeu au pied inutile d'un côté comme de l'autre, mais quand même, c'est pas forcément l'idéal. Qu'est-ce que j'ai noté également d'autre? Non, bah, je crois que c'est le tout du côté de cette rencontre pour l'équipe de France. Les joueurs du match, on commence avec l'Irlande. McCarthy en flop. Pour moi, flop numéro 1, McCarthy. Pourquoi? Parce que le carton qu'il prend en début de match, dans ses 30 premières minutes, il se le prend alors qu'on est en pleine période de domination irlandaise, quasiment sur la première incursion française. C'est quasiment la première incursion dans le camp irlandais française, et il fait une erreur, mais conne, mais vraiment conne. Ça, c'est pas normal à ce niveau-là de compétition. Je mettrai aussi Pendergast, qui a souffert sur cette rencontre. Alors, je sais pas si c'est parce que la presse irlandaise lui a mis la pression pendant 15 jours, en le comparant à Sexton et en disant que c'est pas encore Sexton, mais alors il a vraiment souffert sur cette rencontre. Je crois que c'est son pire match du tournoi. Ça, il n'y a pas photo, mais il a vraiment été en grande difficulté. Puis en plus, je mettrais Gibson Park. J'ai envie de dire avec Gibson Park, on n'est jamais déçu. Il n'y a jamais vraiment de gros ratés du côté de Gibson Park. Sur ce match-là, il arrive encore à faire des bonnes actions, à faire des bonnes choses. Moi, je mettrais en plus Gibson Park. Du côté de la France, en flop, je mettrais Ramos. Je trouve qu'il a fait beaucoup de mauvais choix dans cette rencontre. Alors oui, ok, le jeu au pied est pas mauvais, mais des fois, le jeu au pied, il en fait trop. Ok, il y a quand même une transformation qui est bien ratée, alors que normalement, elle est jouable. Celle-là, je trouve, du côté de Ramos. Et beaucoup de mauvais choix pendant toute la rencontre sur les relances. Et je trouve que là-dessus, ça aurait pu nous coûter cher. Du côté des plus, je vais mettre Lucu. Lucu parce que... putain, pas simple de rentrer dans cette rencontre, quoi. Tu rentres... déjà, tu sais que c'est un 7-1, le banc.
Donc tu sais que en gros c'est une prise de risque hein, du côté de Galtier sur les 2 derniers matchs, on est en 7-1. Ça veut dire qu'on a en gros qu'un remplacement ligne d'arrière. Alors on a des mecs devant qui savent aussi jouer un peu derrière, mais quand même, c'est pas leur poste normalement de prédilection. Lucu, il sait qu'il rentre à la 30e. Il rentre après, c'est terrible pour l'équipe de France à ce moment-là. C'est encore très serré le match à ce moment-là. Hein. L'écart est pas fait loin de là. On est face à l'Irlande, tu serres un peu les fesses, comme on dit, et il a réussi à faire un excellent match. C'est son meilleur match en équipe de France, Lucu. C'est vraiment son meilleur match en équipe de France. Et il a été très efficace. Moi, j'avais un peu peur, parce que moi, les souvenirs que j'avais de Lucu, quand il rentre, enfin, quand il est titulaire, notamment à la Coupe du Monde, c'est vraiment pas bon. Je m'étais dit, est-ce que ça va être efficace, quoi? Parce qu'on fait plutôt une entame de match bon, qui n'est pas trop mauvaise, enfin on s'en sort bien, surtout on s'en sort bien, mais je me disais est-ce qu'il arrivera à s'en sortir? Et il fait vraiment de super rencontres, et puis Biel Biarré, que ça soit offensivement, défensivement, bon bah c'est Biel Biarré aujourd'hui, 17 essais en 18 matchs, je crois, ou 18 essais en 17 matchs, je sais plus, c'est incroyable, du côté de Biel Biarré, enfin bah j'adore ce joueur, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Dupont en équipe de France, hein, Biel Biarré, incroyable. À cet âge-là, incroyable ce joueur-là. Mais moi, je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il défend aussi bien que Dupont. Il a une capacité offensive qui est assez dingue. Il y a la folie, notamment sur cette relance là au pied. Il y a de la folie. Enfin, c'est un super joueur pour l'équipe de France en plus. Il a vraiment toutes les qualités d'un joueur du côté de l'équipe de France. Donc ouais. Pour moi, super du côté de Biel Biarré. On passe au deuxième match de cette journée du tournoi Destination. C'était Écosse-Pays de Galles, un match important pour l'Écosse, bien entendu, parce qu'il fallait réussir à aller chercher des points sur cette rencontre. On pense normalement que le Pays de Galles est l'équipe la plus facile, sauf que le Pays de Galles avait montré face à l'Irlande, lors du match précédent, qu'il avait retrouvé un petit peu des couleurs, notamment avec ce changement d'entraîneur. Donc la question était de savoir, est-ce que le Pays de Galles pouvait véritablement garder cette dynamique-là, et est-ce que ce qu'on avait vu face à l'Irlande était juste une réaction à un changement d'entraîneur, ou est-ce que c'était quelque chose de différent? Du côté de l'Écosse, il fallait rebondir aussi après la défaite face à l'Angleterre, défaite d'1 point, avec les ratés de Finn Russell du côté du jeu au pied, un match qu'on ne doit pas perdre du côté de l'Écosse face à l'Angleterre. Donc il fallait voir comment cette formation-là allait réussir à réagir. J'ai envie de dire 50 premières minutes très bonnes du côté de l'Écosse. Voilà. Dans les choses positives de cette rencontre, 50 premières minutes, l'Écosse écrase le Pays de Galles. Voilà, il n'y a pas photo, jusqu'à l'essai à la 48e, voilà, il n'y a pas photo. Le problème, c'est qu'à partir de la 50e, il n'y a plus rien. Moi, très clairement, en deuxième mi-temps, j'ai regardé la deuxième mi-temps, pourtant j'ai regardé plus tôt qu'Angleterre-Italie. Sur Angleterre-Italie, j'ai regardé le match très tard. Donc ça a peut-être changé un petit peu ma perception du match. Mais Écosse-Pays de Galles, vraiment la deuxième mi-temps, je me suis fait chier. Hein. Mais je me suis fait chier, mais alors, vraiment, à partir de la 50e, il n'y a plus aucun rythme. C'est-à-dire que le Pays de Galles arrive pas à enchaîner de passes. Les Écossais, ils font pas grand-chose non plus. Donc ça a été infernal. Le niveau de ce match à partir de la 50e, c'est niveau 0. Enfin, même Angleterre-Italie, pourtant la fin de match Angleterre-Italie est pas exceptionnelle. Les 20 dernières minutes de cette rencontre sont pas dingues. Mais c'est quand même meilleur que Écosse-Pays de Galles. Vraiment, à la fin du match. Waouh! Et c'est fou parce que jusqu'à la 50e, le match est très plaisant à suivre. L'Écosse met du rythme, encore une fois le jeu des 3/4, comme d'habitude j'ai envie de dire du côté de l'Écosse. Plus de simplicité que d'habitude du côté de Finn Russell, qui a tendance souvent à faire un peu de folie, Finn Russell. Plus de simplicité que d'habitude. Mais ensuite, les seules erreurs que j'aurais pu noter en tout début de match, c'est que sur certaines actions, ça joue un peu trop facile. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ont tellement de marge par rapport au Pays de Galles que de temps en temps, il y a des erreurs de déconcentration
Tu vois, il y a des passes un peu ratées, il y a des trucs un peu simples qu'on rate parce qu'on joue trop facile. Mais sinon, c'est vraiment les seules choses que je peux attaquer sur le match de l'Écosse sur les 50 premières minutes. Encore une fois, les 50 premières minutes, vraiment, ils écrasent le Pays de Galles. Sauf qu'à la fin, quand on regarde le score, comment le Pays de Galles a réussi à revenir? Tout simplement parce que l'Écosse arrête de jouer. Enfin, c'est extraordinaire, les 30 dernières minutes de l'Écosse. Hein. S'ils font ça face à la France, ils s'en prennent 40. Hein. Mais vraiment 40 dans la gueule. Hein. Ils perdent la deuxième mi-temps, mais c'est totalement mérité. Ils ne jouent plus. C'est incroyable comment cette équipe a baissé de rythme. Et c'est vrai que je me disais ça pendant le match. C'est vraiment une équipe on-off, hein, l'Écosse. On-off, c'est-à-dire que quand tout va bien, ils enchaînent, c'est presque un jeu à la perfection et ils sont presque impossibles à contrer. C'est-à-dire que quand ils arrivent à tout mettre en place, ils sont intouchables. Par contre, dès qu'il y a un petit grain de sable, c'est dans le jeu un truc qui ne va pas, cette équipe devient très moyenne, voire assez médiocre sur certaines actions. Là, à partir de la 50e, voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est très frustrant. Ce qui fait qu'il est dur il est dur à noter ce match. Ça, si je devais donner une note sur 20, je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce que, en gros, si tu prends les 50 premières minutes, allez, ça mérite un bon 15 sur 20. Si tu prends les 30 dernières minutes, bah, ça dépasse pas le 5. Donc, oui, c'est incroyable comment cette Écosse, même, s'est retrouvée presque en danger sur la fin de la rencontre. Parce que si l'essai de Faletau est validé, voilà, hein, imaginons que l'arbitre ne se souvienne pas des règles à ce moment-là, notamment, ou qu'il considère que le joueur gallois n'a pas vraiment sauté au-dessus du joueur écossais. Ça, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Pour moi, le joueur gallois a sauté, mais c'est vrai qu'on peut considérer également que le joueur écossais est un petit peu baissé, et donc voilà, que même en faisant un petit saut de cabri, en grosso modo, il passait au-dessus de lui. Mais si cet essai de Faletau passe, je pense qu'on a des dernières minutes qui sont très dangereuses pour l'Écosse, et avec une équipe qui n'arrive pas à se remobiliser. Le banc écossais a quand même absolument rien apporté dans cette rencontre. Alors, eux, ils ont perdu des points, je pense, pour les prochains matchs. Et ouais, avec un Finn Russell qui est inquiet. Et malgré la victoire, je suis pas sûr qu'on soit très satisfait de la rencontre du côté des Écossais. Alors encore une fois, c'est fou quand tu regardes les 50 premières minutes qui sont extrêmement bonnes du côté de cette formation. On regarde le Pays de Galles, il y a encore beaucoup de boulot. Très clairement, le match face à l'Irlande, c'était en réaction au changement d'entraîneur. Il y a du mieux notamment, c'est une équipe qui arrive enfin à se faire des passes, sauf qu'ils font beaucoup de passes sans avancer. Moi, je me demande quand même dans cette équipe, est-ce qu'il y a un préparateur physique? Parce que du côté du Pays de Galles, les impacts physiques, il n'y en a aucun. C'est-à-dire que eux déjà, les Écossais ne se sont jamais fait percuter vraiment et fracasser par les Gallois, mais c'est qu'en plus les Gallois à l'impact, ils résistent pas. Le nombre d'en avant, le nombre de ballons perdus ou cafouillés lors des plaquages adverses, lors des plaquages de l'Écosse, waouh, c'est quand même assez déroutant. Hein. C'est une équipe qui souffre quand même à plusieurs moments du match physiquement. Tu sens qu'en termes d'endurance, c'est pas là. Donc c'est quand même une équipe qui, en termes de puissance, c'est zéro. La puissance physique, on est proche de zéro. La vitesse, sur les actions offensives écossaises, ils sont complètement fracassés sur les extérieurs. Donc ils sont ni puissants, ni rapides, ni endurants. Bon, moi si j'étais préparateur physique du Pays de Galles, je commencerais à faire mes valises. Et ça sur tous les matchs, hein. On l'a vu face à l'Italie, ils n'arrivent absolument pas à casser les lignes, ils ne sont absolument pas impactants physiquement. Pour casser les lignes, il faut qu'ils fassent des dizaines et des dizaines de passes, et il y a un moment, ils arrivent à certains moments à trouver un petit décalage, un petit trou, ou soit il faut que le jeu devienne complètement foufou. Mais sinon, ils ne cassent absolument pas les actions. Le problème également de cette équipe, c'est que ça joue à l'arrêt. Alors c'est vrai que notamment en deuxième mi-temps, c'est assez criant. Quand l'Écosse laisse un peu plus d'espace, ils laissent plus d'espace, mais le problème c'est que les joueurs, c'est pas organisé.
dans le jeu offensif. Alors, regarde, quand on commence à faire des passes, le joueur récupère la passe comme ça, arrêté. Et ensuite, il commence à courir. Ce qui fait qu'en face, le défenseur écossais, il a le temps de monter. C'est-à-dire que si tu mets une défense agressive sur cette équipe du Pays de Galles, elle n'existe pas. Et c'est ce qui s'était passé sur le premier match avec l'équipe de France. Ils n'ont pas existé offensivement parce qu'à chaque fois, ils n'avaient pas le temps de faire deux passes. Et qu'en plus, à ce moment-là, ils n'arrivaient pas à faire deux passes d'affilée, de toute manière. Mais là, c'est un vrai problème. Les plaquages, beaucoup de plaquages manqués. Alors, j'ai pas la statistique, j'ai pas trop regardé les statistiques. Normalement, je le fais d'habitude, mais là, j'ai pas trop regardé les statistiques. Le nombre de plaquages manqués du Pays de Galles, c'est quand même assez surprenant sur cette rencontre. Le manque de puissance, très peu de ballons sur les 50 premières minutes, et de toute manière, ils n'arrivent pas à les bonifier, ces ballons-là. Mais ils ont très peu de ballons. La possession en première mi-temps, elle est vraiment à l'avantage du Pays de Galles. Et puis oui, ça manque de cadre. C'est ce que j'ai noté. Ça manque de cadre dans tous les sens du terme. Ça manque de cadre sur le terrain, parce que tu vois que c'est quand même des joueurs qui sont extrêmement jeunes, et quand ils sont mis en difficulté, bah, ils ont du mal à se remobiliser. Ça, c'est déjà un premier problème, parce que dès la 50e, l'Écosse met plus un pied devant l'autre, sauf que le premier essai, il va arriver quasiment un quart d'heure plus tard, du côté du Pays de Galles. Ils auraient pu marquer un petit peu plus tôt. Peut-être un quart d'heure, je suis peut-être un peu méchant sur cette phrase-là. Et puis... ouais, ça manque de cadre quand tu vois l'organisation offensive, quoi. L'organisation offensive, elle est pas top. Défensivement, ça tient plutôt pas trop mal la route. Alors, ils s'en prennent quand même plus de 30 dans la gueule, hein, mais ça tient pas trop mal la route. Mais je dirais que offensivement, c'est là où il y a le plus gros travail. Vraiment, du côté de cette formation, il y a encore beaucoup de boulot. On passe aux joueurs du match. Du côté de l'Écosse, j'ai hésité entre deux joueurs. Schumann, parce que j'aime bien ce pilier. Je trouve que c'est l'un des rares piliers qui a vraiment des capacités techniques au niveau des passes qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui est très très technique, Schumann. C'est pas le plus costaud des piliers, mais il se fait rarement fracasser non plus sur les mêlées. Mais c'est un joueur qui est hyper bon ballon à la main. Et ça, c'est assez rare du côté d'un pilier. Il est vraiment très efficace. Ballon à la main et très technique surtout. Il fait des passes vraiment, alors je dirais pas digne d'un demi de mêlée, mais vraiment il a une qualité de passe qui est vraiment très bonne. Et puis Kinghorn, qui a fait un très bon match, Kinghorn. Hein. Il a été efficace déjà offensivement, hein. Ça c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, notamment sur ces fameuses 50 premières minutes, où il est vraiment à son avantage. En flop, j'ai pas mis un joueur en particulier, j'ai mis le banc. Le banc n'a rien apporté dans cette rencontre du côté de l'équipe d'Écosse. Le Pays de Galles, j'ai hésité avec plusieurs joueurs, je me rappelle, mais j'ai mis en flop Rogers, que j'ai trouvé assez transparent, Rogers, sur cette rencontre. Ouais, j'ai pas trouvé qu'il ait fait un grand match. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé qu'il était... Enfin, les deux ailiers, en passant même de l'autre côté, ont vraiment pas été excellents. En plus, Murray, bon déjà parce que il y a l'essai annulé, mais il marque quand même un autre essai. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, c'est un joueur qui est très très visible. Et puis, en fait, il a fait qu'une erreur dans le match. Alors, c'est une erreur qui coûte un essai. Mais en gros, il fait qu'une erreur dans le match. Ben ouais. Donc non, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match, ce joueur-là du Pays de Galles. On attaque le dernier match de cette journée entre l'Angleterre et l'Italie. Un match intéressant à suivre avec une victoire de l'Angleterre. Alors, j'ai vu sur le site L'équipe, ils ont dit que c'était un match poussif. Moi, je dirais qu'il n'était pas si poussif que ça par rapport à la fin de match Écosse-Pays de Galles. Je trouve en fait que c'est un match prototype. C'est un match prototype de ce que l'Angleterre veut faire prochainement, vers là où l'Angleterre veut aller, mais qu'elle ne maîtrise pas encore. On a vu des choses intéressantes du côté de l'Angleterre, mais pour moi, c'est un match prototype. Voilà, c'est un match prototype, c'est-à-dire ils ont tenté des choses.
Ça n'a pas vraiment tout le temps fonctionné, mais j'ai pris plus de plaisir à regarder l'Angleterre sur ce match-là que face à l'Écosse ou que face à la France. Très clairement, j'ai trouvé que c'était bien plus intéressant à voir regarder, à voir jouer. Et une équipe d'Italie qui n'est pas au niveau de l'an dernier. On reste toujours sur la même impression après les 3 premiers matchs. Leur tournoi est beaucoup plus compliqué, mais avec un niveau de jeu qui est moins bon et moins bien du côté de l'Italie. Allez, on commence tout de suite avec l'Angleterre. Le premier essai. Le premier essai anglais, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire que on n'aurait pas dit l'équipe de France, mais pas loin, ça ressemblait presque plus à l'équipe d'Écosse même, avec un jeu de passe assez léché, les 3/4 qui courent, ce qui arrive très rarement, pas de jeu au pied, enfin un truc exceptionnel du côté de l'Angleterre. Ce premier essai est vraiment intéressant sur ce que veut faire et ce que veut devenir l'Angleterre dans les années futures, mais ce qu'elle n'est pas encore capable de faire pendant toute la durée d'un match. La réalité, elle est là. Parce que c'est une équipe qui a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de fautes d'en avant, notamment beaucoup de pertes de balles, parce qu'ils ont pris beaucoup de risques sur les passes. Les lignes de passe étaient beaucoup plus risquées. On a beaucoup moins utilisé le jeu au pied. Ce qui est un peu le problème de cette équipe entre l'Italie et l'Angleterre. Moi, j'avais un peu peur d'avoir un match de ping-pong. Vraiment, parce que c'est deux équipes qui utilisent presque à outrance le jeu au pied. Sauf que là, ça a été beaucoup moins le cas du côté de cette formation anglaise. Et c'était donc bien plus intéressant à voir jouer. Parce que c'est vrai que le ping-pong, ça va 5 minutes, quoi. Et là, on avait une équipe qui était bien plus intéressante dans ce domaine-là, avec un jeu de passe beaucoup plus léché, des sorties de balles beaucoup plus intéressantes également. Donc là, c'était vraiment pas mal. Dommage, encore une fois, c'est cette défense qui est souvent prise de vitesse. Là, c'est vraiment... enfin, ça fait depuis des années que je le dis. Mais ouais, une défense qui est souvent prise de vitesse, notamment sur les extérieurs. Et les Italiens en ont bien profité, notamment Capuzzo, parce qu'ils ont beaucoup de mal. Dès que l'équipe adverse met un peu de vitesse, arrive à mettre de la vitesse dans les transmissions de ballon, ou également les joueurs mettent de la vitesse, ils ont beaucoup de mal à être efficaces dans ce domaine-là. Puis beaucoup de fautes. Des fautes un peu bêtes, quand même, à plusieurs reprises dans la rencontre, notamment dans les regroupements. C'était loin d'être très bon du côté de l'Angleterre. Donc il y a eu une erreur sur la touche, il y a eu mais des erreurs un peu bêtes à ce niveau-là, je trouve. Donc ça serait bien de corriger ça. Et puis pas mal de plaquages manqués. Capuzzo, ils ont eu beaucoup de mal à l'arrêter, mais c'est pas le seul. Autant les Italiens au niveau plaquage, ils ont découpé du britannique et de l'anglais plutôt. Autant les Anglais, ils ont eu beaucoup de mal à arrêter des Italiens sur les actions offensives. Bon, du côté de l'Italie, beaucoup de plaquages. C'est comme on pourrait appeler même communément des petits caramels. Parce qu'ils ont mis beaucoup des caramels quand même sur cette rencontre, les Italiens. Mais parfois, en fait, ils veulent tellement faire des plaquages forts et impactants qu'ils en oublient un peu le collectif et qu'ils en oublient un petit peu le placement défensif. Parfois, tu as un joueur qui monte comme ça très vite sur le joueur adverse, ça arrive à faire un énorme caramel, sauf que le joueur anglais il a quand même le temps de faire la passe et ça laisse un trou. Parce qu'un plaquage caramel, le problème c'est que c'est impactant, certes pour le joueur qui le reçoit, mais le joueur qui le remet, il ne se relève pas tout de suite non plus. Et ce petit délai-là, ça les Anglais ils s'en sont servis, ils en ont énormément profité pour marquer des essais. Donc c'est bien de vouloir faire des gros plaquages, c'est bien d'être efficace dans les plaquages. Par contre, les quelques plaquages ratés, à chaque fois ils coûtent très cher. Donc peut-être d'être un peu moins impactant sur l'homme, mais un peu plus régulier et efficace sur toute la durée d'un match. Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui enchaînent vraiment les gros plaquages. Sauf que, notamment les deux centres, sauf que ils en oublient parfois le placement défensif. Donc c'est bien de vouloir d'avoir une défense très offensive, même on peut le dire, d'avoir une défense qui soit
très impactante, qui soit à l'attaque, cette défense. Mais il ne faut pas oublier le placement. Ça, c'est clair et net. Trop de jeux au pied tue le jeu au pied. Ah, c'est vrai que... Alors, en plus, il était rarement bon, parce que Alan n'était pas sur la feuille de match. Mais le jeu au pied, ouais, au bout d'un moment, il y a un peu une overdose, quoi. Non, c'est intéressant, le jeu au pied. Mais putain, chandelle sur chandelle. En plus, quand il y en a une sur trois qui est mal tirée, il y a peut-être autre chose à faire, quoi. Il y a des moments où ils se débarrassent du ballon alors que tu as 3 joueurs à l'extérieur, 4 joueurs à l'extérieur. Bon, ça, c'est pas forcément très intelligent. Parfois aussi, c'est un peu trop foufou. Bon, à l'italienne, j'ai envie de dire, hein, ça a souvent été comme ça du côté des Italiens, mais quand c'est trop foufou, c'est-à-dire que on veut jouer un peu dans tous les sens. Normalement, notamment, ça leur a coûté un essai quand même. Les Chistera pour éviter les touches, ce genre de trucs. Ouais, mais à des moments, faut juste rester un peu dans le cadre du rugby et pas vouloir un peu partir dans tous les sens, faire du rugby champagne. Ce que je disais déjà du côté du match de l'équipe de France, bah, l'Italie, c'est ça, mais parfois en pire et avec moins de maîtrise surtout. Donc là, je trouve que oui, des fois, il faut essayer d'être un peu moins foufou. Ce qui fait que souvent, en fait, comme ils essaient de faire un petit peu des très belles actions à chaque fois, tu sais, des actions un petit peu TikTok. Je dirais des actions qui soient rediffusées sur les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux, bah, le problème c'est qu'ils ne sont pas assez tueurs. Ils rentrent souvent dans les 22 anglais sur cette rencontre. Sauf qu'à la fois, ils n'ont pas converti leur temps fort, tant que ça. Déjà parce que mon Garbidi s'est raté au niveau du jeu au pied, hein, ça c'est quand même net, et que ça leur coûte des points. Mais aussi parce que bah, il y a des moments où, en faisant plus simple, ils auraient marqué l'essai. Notamment au niveau des passes, parfois c'est un peu trop d'action individuelle et pas assez de collectif du côté de l'Italie. Donc ça c'est dommageable. Par contre les touches ont fonctionné. Ils ont énormément gêné les Anglais sur les touches. Ça c'est vrai. Et puis la défense sur les extérieurs qui a été un peu trop en difficulté sur cette rencontre. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce match. En plus, du côté des Anglais, du côté des joueurs, Elliot Daly. Oh, super match. Daly sur cette rencontre, sur les deux postes, parce qu'il a eu deux postes différents. Super match. Vraiment, il a été très très efficace. En flop, Itoje. Trop d'erreurs, trop de fautes bêtes du côté d'Itoje. T'as l'impression que des fois les deux neurones ne se connectent pas, quoi. C'est surprenant, mais il y a un manque de lucidité parfois du côté d'Itoje qui est assez surprenant. Et des fois il sort de son match, je pense. Et à un moment, tu sais, il discute avec l'arbitre pendant, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes, ce qui n'a aucun intérêt. Encore plus dans le rugby, à part énerver l'arbitre. T'as un moment, il bloque la main d'un joueur, la touche, c'est lui qui fait l'erreur sur la faute en touche. Ouais, c'est dommage du côté d'Itoje. Du côté de l'Italie, en plus Capuzzo, pour moi c'est son meilleur match avec l'Italie, hein. Mais largement le meilleur match qu'il ait fait avec l'Italie. De tous les matchs que j'ai vus de cette formation. J'ai souvent été déçu par Capuzzo avec l'Italie. Là, il fait une super rencontre. Puis en flop, Garbizzi, le jeu au pied, ça allait pas. Trop de mauvais choix du côté de Garbizzi aujourd'hui pour cette rencontre et ça leur coûte pas mal de points. Allez, on regarde tout de suite le programme de la prochaine journée et les classements. Pour finir cette vidéo, on passe sur les différents classements et le programme de la dernière journée. Donc la France est en tête avec un petit point d'avance sur l'Angleterre et 2 petits points d'avance sur l'Irlande. Autant vous dire que ça va se jouer entre ces 3 équipes. L'Écosse, même si elle gagne, ne reviendra qu'à égalité avec la France et en plus derrière à cause de l'average goal qui est positif pour l'équipe de France parce qu'il faudrait quand même coller 84 points, enfin au moins plus de 40 points à la France pour revenir. L'Italie donc 5e, le Pays de Galles 6e, là aussi hein, il faudra se méfier parce qu'avec les points pris par le Pays de Galles en cas de bonus sur le prochain match, ça pourrait encore avoir des conséquences. Alors normalement ça sera compliqué d'aller chercher un petit bonus, mais bon il faut quand même s'en méfier de cette équipe du Pays de Galles
sur le dernier match. Donc il faudra faire très attention de ce côté-là. Mais il y aura un gros combat. On va regarder tout de suite les dernières rencontres. Donc ça jouera samedi. Hop, on aura donc 3 matchs. Samedi à 15 h, on commencera avec Italie-Irlande. Et on n'aura pas un match à 13 h cette année. Le deuxième match, ça sera Pays de Galles-Angleterre à 18 h. Troisième match à 21 h. Ça sera France-Écosse au Stade de France. Pays de Galles-Angleterre, ça sera au Millennium Stadium. Et puis à Rome pour Italie-Irlande. L'Irlande qui voudra se refaire. Donc je pense que l'Italie aura du mal à gagner. Pays de Galles-Angleterre, ça peut être très serré. La France, elle voudra faire une démonstration face à l'Écosse. Mais une Écosse toujours compliquée pour l'équipe de France. Hein. C'est un petit peu notre bête noire sur ce tournoi des 6 nations. Donc ça ne sera pas un match si facile que ça. Pour l'équipe de France qui aura en plus la pression sur les épaules. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve donc le week-end lundi prochain pour faire le débrief de cette dernière journée du tournoi des 6 nations. Allez, ciao ciao.